Allô? Je te préviens, si tu raccroches, je me flingue. La violence et le cinéma ont toujours été étroitement liés. Bien évidemment, les films, comme toute fiction, s'inspirent bien souvent du réel et ont, parmi leurs multiples buts et faits, celui de donner un point de vue, un angle particulier sur ce dernier. Un réel dans lequel la violence s'exerce en permanence, que ce soit sur le plan symbolique, psychologique ou encore physique. Une violence qui nous fascine bien au-delà du cinéma donc. Il suffit d'ailleurs de voir le traitement médiatique de celle-ci pour comprendre qu'elle fait vendre. Mais aussi que réalité et fiction se mélangent et s'influencent parfois. Au point même que la fiction peut, ironiquement et tragiquement, inspirer à son tour le réel, entraînant, comme nous allons le voir, de véritables meurtres. Nous allons ainsi découvrir 5 faits divers, et plus précisément 5 films ayant inspiré des meurtriers, le tout raconté par plusieurs voix qui ne devraient pas vous être inconnues. Mais avant ça, je dois vous prévenir que même si pour l'ensemble de ces 5 histoires les faits sont réels, pour l'une d'entre elles, les meurtres ne seront, en réalité, pas vraiment liés au film. Ainsi, vous pourrez, si vous le désirez, chercher de quelle histoire il s'agit. Toutefois, cet exemple particulièrement intéressant nous permettra, en conclusion, d'apporter certains éléments importants afin de tenter de répondre à cette épineuse question: les films créent-ils des monstres ? Mais mec, pourquoi tu me parles de mourir? Et puis t'es qui en plus? Attends, c'est du popcorn que j'entends là? Ouais, mais ça me dit pas quitter, hein. T'occupe. Mais le popcorn, c'est quoi? T'as prévu une soirée cinoche, c'est ça? Non, je vais juste enregistrer une petite vidéo YouTube sur 5 films. Le popcorn, c'est histoire de becter entre les prises, quoi. Et tu vas parler de quel film? Bah là, je voulais parler de Taxi Driver, et du coup, va falloir que je te laisse. Mais putain, t'as pas compris? Si tu me laisses, je me tue, Dadouille. Ok, promis, je coupe pas. Le 30 mars 1981, le président américain Ronald Reagan subit une tentative d'assassinat de la part d'un certain John Warnock Hinckley Jr. qui le touche après avoir tiré 6 balles. Manquant clairement de précision, il fallut que la 6e balle touche le blindage de la voiture de Reagan pour rebondir et atteindre sa poitrine. Mais alors, quel film a-t-il pu influencer un homme au point de vouloir tuer Ronald Reagan? Eh bien, ce fut un court mystère, puisqu'une fois son arrestation effectuée, John Hinckley entra dans un mutisme absolu, ne donnant aucune explication lors des interrogatoires. Ce n'est qu'en fouillant sa chambre d'hôtel ainsi que celle familiale que les enquêteurs vont trouver ses effets personnels, les mettant très vite sur la bonne piste et leur permettant de découvrir son mobile. Puisqu'en réalisant cet acte, John Hinckley Jr. essayait, désespérément, d'attirer l'attention d'une femme. Mais pas n'importe quelle femme, puisqu'il s'agissait d'une actrice pour laquelle il a développé une terrible obsession, Jodie Foster. Obsession si forte qu'il fut prêt à tout pour attirer son attention. Merci beaucoup, Paul. Et c'est là que notre premier film rentre en jeu, avec le chef-d'œuvre Taxi Driver de Martin Scorsese. Dans celui-ci, nous suivons le quotidien de Travis Bickle, conducteur de taxi et ancien soldat du Vietnam, qui, peinant à se réintégrer dans cette société extrêmement dure, va petit à petit développer une haine envers ce qu'il observe dans les rues la nuit, mais aussi une haine envers les politiques, qu'il juge responsables de tous ces maux. Et vu qu'ici je ne suis pas là pour vous faire une longue analyse de ce film, eh bien je vais vous la faire très courte. Puisque de toute façon, Taxi Driver aura certainement droit à son Dead où il fait son cinéma, un de ces 4. Bref, Travis se passionne pour les armes à feu, comme notre bon vieux John, et va petit à petit se lier d'amitié avec une toute jeune prostituée, incarnée par la surdouée Jodie Foster. Et là, vous commencez à voir où je veux en venir. Puisque c'est après avoir visionné ce film en boucle que John Hinckley Jr. va développer son obsession pour la jeune Jodie. Bref, je ne vais pas vous spoiler tout le film, mais alors que Travis cherche à protéger cette petite, il tente en parallèle d'assassiner un candidat à la présidentielle. Et pour en revenir à notre John Warnock Hinckley Jr., les enquêteurs découvrirent qu'en parallèle de son obsession pour l'actrice, celui-ci avait été très impacté psychologiquement par l'assassinat de John Lennon, et vivait dans une pauvreté extrêmement forte au point qu'il commençait à se prendre pour Travis Bickle. Il chercha donc à attirer l'attention de Jodie Foster en tentant en toute simplicité de tuer Ronald Reagan. Et il faut tout de même noter que le mec avait adhéré au parti néo-nazi américain, mais s'était fait dégager de celui-ci au bout d'1 an car il était considéré comme trop violent. Autant dire que pour le coup on était assez loin de John Lennon et de son flower power. Bref, ce psychopathe a passé 30 années en hôpital psychiatrique et est ressorti en 2016.
Et quand on sait que plus jeune, il jouait de la guitare et écrivait des poèmes, ça aurait quand même été plus simple pour attirer Jodie, non? Et surtout plus romantique. Remarque, c'est exactement ce qu'il avait fait des années plus tôt en les glissant sous sa porte. D'ailleurs, voici la lettre qu'il lui avait écrite avant de passer à l'acte. Ces 7 derniers mois, je t'ai laissé des dizaines de poèmes, de lettres et de messages d'amour, dans l'infime espoir que tu puisses développer de l'intérêt à mon égard. Bien que nous ayons parlé au téléphone quelques fois, je n'ai jamais eu le courage de simplement te rencontrer pour me présenter. La raison pour laquelle je vais faire cela est que je ne peux plus attendre une seconde de plus pour t'impressionner. John Warnock Hinckley Jr. Bon mec, c'est vraiment creepy ton truc là. Et puis si tu connais mon nom, c'est que tu dois être un abonné, j'imagine. Peut-être bien. D'ailleurs, tu devrais plutôt parler d'un film d'horreur maintenant. Tu sais, franchement, l'horreur, moi, c'est pas mon genre préféré, même si j'aime bien ça, hein. Quoi? Bah, t'as bien vu que sur ma chaîne, j'en parle pas beaucoup malgré ma tronche. Je parle juste des films que j'aime et de mon amour pour le cinoche, quoi. Mais c'est quoi ces conneries? T'es un putain de zombie, tu parles de films d'horreur maintenant. Sinon, je me flingue. Ok mec, reste cool, je te fais ça de suite. Place maintenant à la France. Destination la Bretagne, et plus précisément Saint-Sébastien-sur-Loire, tout près de Nantes. Nous sommes le 3 juin 2002, lorsqu'Alice, une adolescente de 15 ans, accepte d'aller se promener dans un parc tout près de chez elle avec l'un de ses amis, un certain Julien. Et quand je vous dis ami, c'est à mettre entre guillemets, vu la suite des événements. En effet, le fameux Julien va, lors de cette promenade, poignarder 17 fois la pauvre Alice, et s'enfuir en la laissant giser au sol. Lorsqu'un voisin la découvre agonisante, celle-ci a le temps, avant de mourir, de donner le nom de son assassin, le fameux Julien. La police fonce alors chez ses parents pour l'arrêter et l'interroger. Celui-ci déclara être fasciné par le film Scream de Wes Craven, qu'il avait découvert 15 jours plus tôt, et qu'il avait, je cite, décidé de tuer quelqu'un pour voir ce que cela faisait. En fouillant le sac à dos qu'il portait lors du meurtre, les policiers firent une étrange découverte, puisqu'en plus d'y trouver l'arme du crime, il y avait le fameux masque du film. Film qui, comme vous le savez, met en scène un tueur masqué dans la ville de Woodsboro. Il ajouta également qu'il s'était réveillé ce matin-là avec l'envie de tuer, mais que, je cite à nouveau, il s'est rabattu sur Alice, faute d'avoir trouvé d'autres victimes potentielles. Et ce, après avoir appelé 2 autres filles juste avant. Et même si lors du jugement où il prit 25 années de prison, Julien dit se souvenir parfaitement du meurtre, il a toujours du mal à comprendre ce qui s'est passé. Bref, il y eut également pas mal d'autres cas où le film fut cité comme ayant influencé de jeunes tueurs. Mais c'est toujours difficile d'y déceler le vrai du faux. Et le plus ironique là-dedans, c'est que le film Scream s'inspirait en partie d'un réel fait divers, avec le tueur de Gainesville bouclant une boucle bien macabre. Et tout ceci est d'autant plus triste lorsque l'on sait que Scream pastichait justement, avec beaucoup d'humour noir, les slashers des années 70-80. Bon, on vient de parler de Scream, ça va mieux? T'es content? Pour une fois que t'écoutes, tu crois que c'est ça qui va tout arranger? Mais arranger quoi? De quoi tu parles? Mes commentaires sous tes vidéos. Jamais tu me réponds. Ah mais mec, je suis vraiment désolé, c'est juste que je dois pas les voir passer, mais tu sais, j'ai rien contre toi. Au contraire, si tu fais partie des survivants, c'est trop cool. De toute façon, c'est toujours le même bullshit avec vous. Alors si tu veux te racheter, continue ta putain de chronique. Et juste pour moi. Ok, continuons. Passons maintenant à une affaire extrêmement creepy, avec notre jeune psychopathe Eric Newman, qui changea de nom pour s'appeler Luca Rocco Magnotta. Et oui, ça fait bien pseudo d'acteur porno, on est d'accord. Remarque, le mec avait en effet fait du porno, donc ça fait sens. Mais il était aussi appelé le dépeceur de Montréal. Bon là c'est sûr, ça fait pas trop porno. Ou alors c'est une catégorie que je connais pas et que j'ai pas envie de connaître. Bref, je ne vais pas trop m'attarder sur ce cas, puisque Netflix en a fait un excellent documentaire Don't Fuck With Cats. Documentaire que je vous recommande, mais alors grandement. Du coup, si vous ne voulez pas être spoilé, eh bien je vous invite à passer directement au film suivant. Donc, pour faire simple, nous avons affaire là à un homme qui a commencé par tuer des petits chatons tout mignons sur internet, pour tenter d'attirer sur lui toute l'attention. Chose qui a d'ailleurs bien marché, puisque les groupes Facebook se sont créés afin d'analyser les vidéos, et retrouver ce fameux tueur. Et là où Lucas était entre guillemets fort, c'est que celui-ci laissait toujours dans ses vidéos de nombreux indices menant au prochain crime, et ainsi de suite. Des indices d'ailleurs liés extrêmement souvent au cinéma, et notamment à un film en particulier,
Basic Instinct, film dans lequel Sharon Stone tue son partenaire en plein acte sexuel, armé d'un pic à glace. Et pour en revenir à Luca Magnotta, il se trouve qu'après en avoir fini avec les chats, il va, dans la nuit du 24 au 25 mai 2012, tuer durant un rapport sexuel un jeune étudiant chinois qu'il avait trouvé sur un site de rencontre. Mais Luca alla encore plus loin dans le gore, puisque celui-ci se filma en train de découper le corps de sa victime, le tout sur la musique d'American Psycho. Et toujours dans sa quête de célébrité macabre, celui-ci envoya à 2 partis politiques canadiens des morceaux du pauvre étudiant. Bref, une course folle s'engagea autour du monde afin de le retrouver. Mais une fois de plus, je préfère vous renvoyer au documentaire qui met ça, mais alors bien mieux en scène que moi. Ainsi, pour en revenir au lien entre Luca Rocco Magnotta et Basic Instinct, celui-ci s'est dit s'être librement inspiré du film. Librement? Mais c'est quoi le délire? Il avait peur de payer des droits d'auteur ou quoi? Au tout début de Basic Instinct, on imagine que Sharon Stone est la romancière Catherine Tremel. Et devinez quel était le pseudo de Luca sur la plupart des forums où il allait. Kirk Tremel. Et son mot de passe, Catherine. Ensuite, quand celui-ci a tué ce pauvre étudiant, n'ayant pas trouvé de pic à glace argenté, il utilisa un tournevis qu'il avait peint à la bombe argentée. Sans compter qu'au cours de ces années de crime, Luca avait pris un avocat ressemblant le plus possible à Michael Douglas, également présent dans le film. Enfin, Luca disait être, durant tout ce temps, sous le contrôle d'un certain Manny Lopez, que personne ne vit jamais. Il se trouve que dans le film, l'ex-compagnon de Sharon Stone s'appelait Manny Vasquez et n'apparaissait à aucun moment du métrage. Bref, ici je vous ai fait un court résumé de l'histoire qui est vraiment malheur bien plus folle que ça. Donc faites-moi confiance et allez voir ce documentaire, qui en dit d'ailleurs également assez long sur notre rapport aux médias et à la recherche de notoriété. Mais ça on en reparle à la fin. C'est quoi mec, tu devrais me donner ton pseudo, comme ça je ferai gaffe à chaque fois à te répondre. Mais tu crois vraiment que tu peux régler ça comme ça? Est-ce que tu sais au moins ce que c'est d'être un commentaire? Qu'un chiffre au milieu d'un nombre d'abonnés? Ouais, t'inquiète, je sais parfaitement ce que c'est. Moi, le seul truc que je demande, c'est d'exister un peu. Arrêtez d'être un putain d'invisible. Mais regarde mec, là t'es dans la chronique, c'est pas trop cool ça? On forme un putain de duo tous les deux, t'es mon feat. Te fous pas de moi. Tout d'abord, j'espère que vous êtes nombreux à avoir vu ce superbe film d'Oliver Stone, nous contant l'histoire d'amour de Mikey et Mallory Knox. Un couple totalement fou d'amour, mais qui, cherchant à devenir des stars, partent pour un road movie sanglant au travers des États-Unis. Ils vont ainsi se servir de leur ultra-violence, pour attirer les médias et obtenir ce qu'ils veulent. Et en effet, ceux-ci vont les starifier en rentrant dans leur jeu. Bref, un film que je vous recommande grandement, traitant de notre manière de mettre nos propres vies en scène pour rechercher une reconnaissance sociale et médiatique. Et là, ça peut dire quelque chose à certains. Et ou comment on peut aisément flirter et casser la limite fine qu'il existe entre la fiction et la réalité. Mais bref, je laisse la parole à Nota Bene. Nous sommes de nouveau en France et cette fois à Paris lorsque le 4 octobre 1994, Florence Ray et Audrey Maupin, un jeune couple, part à son tour pour un road trip sanglant au sein de la capitale, entraînant la mort de 5 personnes. 3 policiers, un chauffeur de taxi et Audrey Maupin tués lors d'un affrontement avec la police. Une affaire qui fit grand bruit en France puisqu'elle avait tout simplement relancé le débat autour de la peine de mort. Concernant Florence Ray, qui a réchappé à cette tuerie, elle fut condamnée le 30 septembre 1998 à 20 ans de réclusion criminelle. Bon ok Ben, comme dans le film, on a un jeune couple d'amoureux qui décide de tuer des gens. Mais comment faire le rapport avec tueur né? Eh bien tout simplement car une affiche du film avait été retrouvée dans l'appartement de nos 2 tueurs. Bon alors, ça te fait plaisir d'être dans l'épisode ou pas? Essaie pas de me la faire à l'envers. J'ai toujours mon flingue. Puis si c'est un feat comme tu dis, t'as qu'à me laisser choisir le prochain film. Bon, normalement, ça se passe pas trop comme ça, mais... Vas-y, balance toujours. Batman The Dark Knight Rises. Oh non, pas cette purge. Tu vois, t'es comme les autres. T'en as rien à foutre. C'est bon, je vais en terminer là. Non, stop, arrête. C'est bon, je fais Batman. Passons maintenant à une histoire assez connue puisqu'à l'occasion de la sortie du Joker de Todd Phillips, on avait eu un peu peur que cela se reproduise. La fusillade d'Aurora. Tout se déroule dans un cinéma de la ville d'Aurora, donc au cours de la nuit du 19 au 20 juillet 2012.
nuit durant laquelle fut projeté en avant-première le tout dernier Batman The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Alors que la séance va commencer, un homme portant un masque à gaz et un gilet pare-balles entre par une des portes de secours. Très vite, il remplit la salle de gaz lacrymogène, créant un épais brouillard et mitraille la foule au hasard, faisant 12 morts et 58 blessés. Le plus triste pour les spectateurs, c'est qu'ils n'ont pas réagi tout de suite puisqu'ils pensaient que c'était une mise en scène pour l'occasion de cette avant-première. Et en effet, on aurait pu croire à un happening tellement la fiction et la réalité se sont frôlées ici. Puisque le tueur, James Holmes, qui s'était teint les cheveux en rouge pour l'occasion, se faisait appeler le Joker et possédait chez lui tout un arsenal qui était piégé de bombes incendiaires et chimiques, à l'instar du Joker, pour faire exploser son appartement lors de la perquisition. Selon ses dires, ce serait Bane lui-même, interprété par Tom Hardy dans le fameux film, qui lui aurait commandé ce massacre. D'ailleurs, le masque à gaz qu'il portait au moment de la fusillade pouvait laisser étrangement penser au personnage de Bane. Bon, c'est un peu bizarre à dire du coup, mais merci à toi Kali pour cette terrifiante histoire. Bref, nous avons, une fois de plus, affaire à un jeune psychopathe aux nombreux antécédents psychiatriques, qui pourrait avoir agi suite à une surdose d'un médicament utilisé lors des crises d'épilepsie. Dans tous les cas, et malgré les apparences de fiction d'un tel massacre, la réalité a rattrapé tout le monde dans ce cinéma, faisant de nombreuses victimes et plaçant James Holmes en prison à perpétuité. Christopher Nolan fut de son côté profondément choqué. Christian Bale alla rendre visite aux victimes et Hans Zimmer, le compositeur du film, réalisa une musique intitulée Aurora en l'honneur de toutes les victimes. Bon, dis-moi, ça va mieux ? J'en sais rien. Mais regarde, tu voulais de la reconnaissance et te voilà avec plein de guests de qualité. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je veux devenir immortel comme toi. Je veux vivre au travers de mon œuvre. Tu sais, t'as pas besoin de te tuer pour ça, hein, et puis la reconnaissance, c'est pas ce qui fait qu'on existe vraiment. J'en sais rien. Puis tu m'embrouilles avec tes conneries. Balance ton analyse. Faut que je réfléchisse. Ok, ça marche. Après la vision de ces 5 histoires qui, avouons-le, font froid dans le dos, il est plus que légitime de se demander si, en effet, les films créent des monstres. Et comme nous l'avons vu en introduction, c'est tout d'abord notre fascination quasi naturelle et animale pour la violence qui nous pousse à la regarder autant au travers différents médias et supports. Rien d'étonnant donc à ce que celle-ci ait contribué à ce point au succès de nombreuses grandes œuvres au cours de l'histoire. Évidemment grâce à l'aspect graphique et esthétiquement marquant qu'elle génère, mais également pour ce qu'elle procure chez le spectateur comme effet cathartique ou à l'inverse empathique. Et ce non seulement sous l'influence du réalisateur par son choix de mise en scène, mais également et fatalement par la réception qu'en fait le spectateur. Puisqu'en effet, la grosse différence qu'il existe entre la violence de la rue et celle proposée dans un film est que dans ce dernier cas, celle-ci est soumise par le choix de mise en scène à tout un tas de questionnements. Il nous propose donc un discours sur cette dernière. C'est notamment le cas dans C'est arrivé près de chez vous auquel j'ai consacré une longue analyse, nous mettant en position de voyeur. Ou bien encore en nous culpabilisant dans Funny Games, avec ce jeune tueur tentant au travers de ce clin d'œil de nous rendre complices de ses crimes. Je vous renvoie également à mon analyse d'Orange Mécanique, où Kubrick nous questionnait cette fois sur notre ultra-violence, mais surtout sur la violence institutionnelle. Bien évidemment, il y a les slashers, nous positionnant bien souvent à la première personne, et nous laissant ainsi choisir de vivre cette expérience, comme dit précédemment, de manière cathartique ou empathique. Bref, il y aurait autant d'exemples que de films sur le sujet, mais il y en a un qui apporte, je trouve, un regard particulièrement intéressant sur notre questionnement d'aujourd'hui. Tueur né. Alors je ne vais pas me lancer dans une analyse aussi approfondie que d'habitude, car je lui consacrerai certainement un Dead Wolf et son cinéma. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce film est comment la recherche maladive d'amour et de reconnaissance peut à ce point pousser au crime, mais surtout comment les médias dans leur recherche de buzz participent également à la création de monstres, en jouant dangereusement avec la limite réalité-fiction. Ce qui illustre parfaitement bien l'ensemble des histoires que nous venons de voir, puisqu'en effet dans Tueur né, tout le discours est là. Nous avons 2 personnages ayant subi une enfance traumatisante, qui vont chercher par tous les moyens possibles la reconnaissance qu'ils n'ont pas eue. Une reconnaissance qu'ils vont tenter d'acquérir par une starification de leur couple de tueurs, et ce grâce aux médias. Et c'est là où le film va totalement mêler le fond et la forme, afin d'illustrer comment une société médiatique recherchant sans cesse le buzz et peuplée de nombreux individus recherchant eux aussi à tout prix la reconnaissance, la limite réalité-fiction s'efface petit à petit sans vraiment savoir laquelle se nourrit de l'autre. Si j'étais un tueur en série,
Je serai Mickey et Mallory. Ainsi, Oliver Stone, le réalisateur, illustre parfaitement ceci via la forme, en enchaînant les moments de vie de nos deux tueurs dans différents styles et formats télévisuels. Comme si quelqu'un zappait de chaînes en chaîne sur son petit écran pour suivre l'histoire. D'ailleurs, il va même jusqu'à nous montrer un des meurtres du couple via une reconstitution de celui-ci par des acteurs d'une émission de télé, mettant ainsi son propre film en abîme, afin d'insister une fois de plus sur cette disparition de barrière entre fiction et réalité, et où comment les médias peuvent contribuer aux folies meurtrières en les couvrant à ce point, et ce dans l'espoir d'obtenir eux-mêmes plus de reconnaissance. Le tout créant ainsi des monstres de plus en plus gros se nourrissant les uns des autres. Un sujet qui est d'ailleurs extrêmement bien traité, une fois de plus, dans l'excellent documentaire Don't Fuck With Cats. Mais bref, Tierney ne se limite pas à cette critique. Il questionne également le public et donc le spectateur. Un spectateur à la recherche de ce genre d'histoire, et contribuant ainsi à la glorification des tueurs. Puisqu'en effet, si les médias cherchent à ce point à les mettre en avant, c'est avant tout car il y a un public réceptif à cela. Un questionnement intéressant donc sur ce continuum qu'il existe entre les tueurs, se nourrissant des médias pour combler leurs besoins de reconnaissance, celui des médias se nourrissant des meurtres afin d'assouvir leur recherche du buzz, et enfin celui du public, comblant au travers de cette relation malsaine son voyeurisme. Bref, un système où finalement tout le monde utilise tout le monde à son propre profit, et où chacun a sa part de responsabilité. Bien sûr pas à la même échelle, c'est évident. Une fois de plus, il y aurait énormément à dire sur ce film, donc je vais garder mon analyse pour un futur Dead Wolf et son cinéma qui lui sera dédié. Mais si je vous ai parlé de Tueur Né, vous vous en doutez peut-être, c'est que malgré le fait que l'histoire de Florence Ray et Audrey Maupin soit réelle, le lien qu'on lui attribue au film, lui, est totalement bidon, et s'inscrit ironiquement parfaitement dans la critique que fait le film des médias, permettant ici, une fois de plus, à la fiction de rattraper le réel. En effet, après ce fameux road trip meurtrier à Paris, des photos de l'appartement de notre jeune couple de tueurs sont sorties. Photos mettant particulièrement en avant un poster de Tueur Né. Or, ce poster ne leur avait en réalité jamais appartenu. Il s'agissait là d'un journaliste en quête de buzz et d'histoires sensationnelles, qu'il avait déposé juste le temps de sa photo. Alors oui, tout ceci est assez répugnant, et j'en profite d'ailleurs pour vous recommander l'excellent film Night Call si vous ne l'avez jamais vu. Alors, les films créent-ils des monstres ? Il semble bien sûr évident que non. C'est aussi débile que lorsqu'on nous sort l'excuse du joueur hardcore de jeux vidéo à chaque fois qu'une tuerie éclate. Non, ce que j'ai surtout noté en m'intéressant à l'ensemble de ces histoires, c'est que nous avons, pour la plupart des cas, des personnes très intelligentes et bien éduquées, mais possédant surtout de profondes blessures enfantines liées à un père ou une mère dominatrice. Des individus ayant été rabaissés continuellement et cherchant avant tout, et pathologiquement bien sûr, de la reconnaissance. Et ce, qu'importe les moyens à utiliser. Bien évidemment, la recherche de reconnaissance seule n'entraîne jamais ces comportements. Nous avons ici avant tout des êtres touchés par une sociopathie et des pathologies fortes, souvent liées d'ailleurs à des soucis de schizophrénie familiale. Même si, une fois de plus, la schizophrénie à elle seule n'entraîne pas non plus ce genre de comportement. Bref, il réside dans ces cas, qui heureusement restent excessivement rares, surtout un ensemble de composants s'accumulant et réduisant, petit à petit pour ces malades, la distinction entre réalité et fiction. Des individus perdant totalement pied, et notamment tout repère critique sur les choses, et s'agissant parfois même de films. Films qui, dans ces quelques rares cas traumatisants, ne seront que le prétexte ou plutôt le déclencheur d'un acte qui serait sans doute arrivé par un autre biais. Ainsi, de nombreuses choses semblent donc bien plus importantes que les films pour comprendre tous ces cas. Notamment qu'il y a bien souvent l'addition d'un contexte familial particulier durant l'enfance, auquel s'ajoute un manque d'amour et de reconnaissance évident. L'isolement, le rejet, et surtout une pathologie médicale importante. Pathologie ne pouvant trouver meilleur terreau pour grandir, se renforcer et entraîner ce genre de drame. Ainsi, il serait bien plus intéressant de comprendre ce que la société tout entière, dans sa complexité, joue elle comme rôle dans tout ceci, afin d'améliorer toutes les composantes qui, nous venons de le voir, nourrissent cette pathologie. Car non, comprendre n'est pas excuser, mais bien avancer pour pouvoir réparer. Alors dis-moi, ça va mieux ? T'as pu réfléchir ? J'en sais rien, je sais plus où j'en suis. Je sais même plus si j'existe. Mais bien sûr que t'existes. Et d'ailleurs, si ça peut te réconforter, on est la même personne, toi et moi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bon, en fait, m'en veux pas, mais je me suis servi de toi pour illustrer mon propos. Mais le bon côté des choses, c'est que si tu te retournes, tu verras tous les survivants derrière leur écran en train de te regarder. Toi. Moi ? Mais je suis personne. T'inquiète, retourne-toi, je suis sûr qu'ils vont te reconnaître.
Bref, continuez de regarder des films, et n'oubliez pas que la violence reste une thématique parmi tant d'autres, et que la seule chose qui importe vraiment est comment celle-ci est traitée dans l'œuvre, et ce que nous en faisons derrière. Bon, du coup, j'avoue que je ne suis peut-être pas le meilleur exemple, puisque ce sont bien ces films qui ont créé dans mon cas un monstre. Mais un monstre passionné, et surtout gentil, je l'espère. Bref, je vous dis à très vite, mes survivants, pour le prochain Dead Will fait son cinéma. Sur un film qui risque d'être pour vous une sacrée surprise. Merci du fond du cœur pour votre soutien, que ce soit sur Tipeee, dans les partages ou via vos commentaires. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love.